Bonjour à tous, Mathieu de Flores de l'Office pour les insectes et l'environnement. Je suis là pour vous faire un mini point d'étape sur le suivi temporel des rhodopalocères de France, qui est donc le STERF, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Euh, pour vous donner un petit historique, depuis 2021, l'OPI est devenu co-animateur national du projet, sachant que ce matin ou même cet après-midi, il me semble que Gaël vous l'a redit, c'est un programme qui a été fondé à la base par l'Association des lépidoptéristes de France et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, sur la base du BMS, donc du Butterfly Monitoring Scheme anglais. Il se trouve que depuis 2021, on est donc devenu co-animateur national du projet. Donc je co-anime le programme avec mon collègue Benoît Fautaine du Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, il m'a d'ailleurs sorti des chiffres tout frais que je vais pouvoir vous présenter. Alors, c'est des chiffres sur la participation, mais en tout cas, on vient juste de réussir à réunir plusieurs bases de données en une seule, et je vais vous expliquer un petit peu. Pour vous rappeler très brièvement, le protocole, alors, je suis désolé pour le petit bandeau. Vous voyez, collègue Alexia qui est ici en train de faire un relevé STERF. Donc le STER, c'est un projet de sciences participatives qui a été lancé en 2006, qui a pour but de fournir un outil d'évaluation de la santé des communautés de papillons diurnes. Et le protocole, en gros, c'est quoi? C'est on compte les effectifs par espèce au minimum 4 fois par an en mai, juin, juillet, août. On peut étendre la période. Sur un site choisi ou tiré au sort, dans un carré de 2 km par 2 km, l'observateur va y définir 5 à 15 transects pouvant aller de 50 à 500 mètres. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de pluie, une couverture nuageuse inférieure à 50%, une température supérieure à 13 degrés et un vent inférieur à 30 km/h. Donc c'est le principe du transect et en gros l'observateur est dans une boîte qui fait 5 mètres par 5 mètres et il va compter les papillons qui vont se présenter dans cette boîte, qui vont s'envoler ou alors qui sont posés à côté de lui. Ça c'est le principe, le protocole. Je crois que c'est 2022, je ne sais plus, je vois pas le 2021 ou 2022, on a opéré un rapprochement avec l'IBMS, qui est donc l'European Butterfly Monitoring Scheme, puisque le STERF est basé sur le BMS anglais, que l'IBMS est basé sur le BMS anglais, mais que les liens avaient été rompus un petit peu depuis quelque temps entre les Européens et les Français qui opéraient ces suivis-là. En tant qu'animateur du programme, on s'est rapproché des différents partenaires européens, notamment de Butterfly Conservation Europe. D'ailleurs, l'OPI est devenu un des membres de Butterfly Conservation Europe au même titre que le Muséum national d'histoire naturelle en France. Et on a pu opérer ce rapprochement. Et le premier des rapprochements qui avait été fait, après avoir discuté avec les différents partenaires et les différents acteurs qui voulaient s'engager dans le STERF, c'était notamment d'avoir un site de saisie unique qui soit à peu près ergonomique et notamment des applications, une application mobile. Ça, c'est des choses qui sont ressorties de l'atelier qu'on avait organisé en 2021. Et il se trouve que les Européens avaient un site et ont un site qui est donc butterflymonitoring.net et une application Butterfly Count qui existe. Donc la première des choses qu'on a pu faire, une fois qu'on a pu opérer le rapprochement et qu'on a acté avec le Muséum national d'histoire naturelle et avec Butterfly Conservation Europe qu'on allait se rapprocher, la première des choses à faire, ça a été de faire en sorte que le site soit opérationnel pour la France avec une traduction de l'application, mais aussi du site. Et en deuxième lieu, d'avoir un rapprochement des bases de données avec transvasement de toutes les données historiques du STERF sur le site butterflymonitoring.net. Donc ça a été un travail d'assez longue haleine, puisque ça n'est pas forcément très très simple. Mais en tout cas, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est opérationnel. Le STERF, on peut parler du STERF-IBMS. Moi, j'aime bien parler de ça comme ça. Voilà, ça permet de montrer que le STERF est inclus dans le suivi européen des papillons. Aujourd'hui, vous avez donc une application mobile qui va vous permettre notamment de faire des suivis de 15 minutes, les fameux 15 minute count, qui correspondent pas mal à ce que les naturalistes aiment bien faire la plupart du temps. C'est vrai que leur demander de suivre un transect de façon régulière sur un site qu'ils auront éventuellement tiré au hasard, alors là, c'est le top du top pour les statistiques, mais évidemment, vous pouvez aussi choisir votre site. Mais en tout cas, ça correspond un petit peu moins à ce que les naturalistes aiment bien faire. Alors que le 15 minute count, c'est quand même quelque chose qui est vachement agréable. Vous lancez l'application, directement, vous pouvez compter les papillons que vous avez autour de vous et ça prend directement votre trace. Le problème, c'est que d'un point de vue statistique, c'est beaucoup plus complexe à exploiter. Et aujourd'hui, on n'a pas encore tous les outils qui permettent de faire cette exploitation-là. Aujourd'hui, si vous fournissez des données type Transact, Sterf IBMS pour les statisticiens, c'est quelque part, alors moi je ne suis pas statisticien, mais ce qu'ils me disent, c'est du caviar.
alors que des 15-minute count, bon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut toujours faire les deux si on souhaite, même si évidemment, nous, on préfère quand même mettre un peu l'accent sur l'exploitation des transacts. Ça, c'est juste pour vous montrer des visuels. L'application, elle est très bien faite, elle est adaptée et elle permet vraiment de faire ses relevés de façon tout à fait transparente et rapide. Vous allez sur le terrain, vous faites votre relevé directement, vous appuyez sur le bouton à la fin de votre transact ou à la fin de vos 15 minutes count et les données sont directement dans la base de données, plus besoin de s'encombrer avec un carnet de terrain ou je ne sais quoi. Alors, on sait aussi que c'est un outil supplémentaire parmi d'autres. Aujourd'hui, notamment en Île-de-France, il y a des réflexions autour de Géonat, Île-de-France, pour pouvoir faire en sorte de développer un module de saisie dans Géonat qui va permettre aux gens qui utilisent Géonat de pouvoir saisir les données STERF et que ces données soient transmises de façon absolument transparente au site du STERF et qu'in fine, elles retombent bien dans la base de données nationale. Donc ça, ce sont des conversations qui sont en cours. Et donc, voilà, il faut pas hésiter à vous tenir au courant. De toute façon, nous, on vous tient au courant hein, au niveau de l'animation. Mais il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se passe. Alors, on a publié des mini-guides, alors qui ne sont pas des guides d'identification, hein, qui sont vraiment des guides qui permettent de pouvoir on va dire, sensibiliser les gens à l'identification des papillons, puisque évidemment, là, on a les plaines tempérées, c'est un petit peu plus simple, mais on vient de sortir le guide Méditerranée-Écorce. Donc, évidemment, pour chaque espèce un petit peu problématique, on précise le niveau de difficulté, s'il faut faire les genitalia, etc. Mais en tout cas, c'est des bons outils qui sont gratuits, imprimables directement, qui permettent de pouvoir débroussailler déjà un petit peu, de mettre les gens un petit peu à la tâche de l'identification et puis après, ils vont rapidement voir qu'ils vont avoir besoin d'un gros guide d'identification. Ça n'empêche pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pu le tester dans le cadre des formations que j'ai pu faire. Ça a été souvent très apprécié quand même. C'est-à-dire vraiment de se dire, euh, on organise une petite formation STERF, on a des gens qui sont des naturalistes, mais qui ne sont pas forcément des lépidoptéristes. Ils n'ont pas forcément de guide sur eux. On leur fournit le guide, ce mini-guide-là, qui est adapté à sa région. Et c'est quand même quelque chose qui va vraiment aider pour commencer et se lancer. Ça permet aussi de faire de la communication, bien sûr, si jamais vous voulez lancer un peu de communication locale. Comme vous l'a dit aussi tout à l'heure, Gaël, on va en sortir un nouveau d'ici quelques semaines sur les plaines continentales et les montagnes. Donc, je vous ai dit, on a réalisé des formations. Je vous le répète, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à me contacter. Si jamais vous avez, vous, en tant qu'opérateur régional ou association locale, etc., euh, le besoin, l'envie d'organiser une journée de formation, je peux me déplacer. On organise une journée sur le terrain avec les naturalistes locaux. On débroussaille ensemble tout ce qui est du protocole, des difficultés, des avantages de ce qu'on va pouvoir en faire. Et à la fin de la journée, on peut avoir comme ça un pool de personnes qui est déjà préformé pour le suivi de Transact. Et si jamais vous n'avez pas forcément besoin que je vienne, n'hésitez pas aussi à me contacter quand même, à nous tenir au courant du fait que vous faites des formations. Et comme ça, nous aussi, ça nous permet bah, voilà, de voir ce qui se passe, hein, bien évidemment. Alors là, c'est des chiffres qui sont tout chauds, puisque, comme je vous l'ai dit, on a réussi. Alors, ça n'a pas été une mince affaire. Alors, pas pour moi, mais en tout cas pour les gens qui est au muséum et au UKCEH, qui est donc le laboratoire qui s'occupe notamment de la gestion de la base de données. Et on a réussi à transvaser les données anciennes STERF, qui étaient déposées sur le site STERF, qui était donc sous CETIA, sur le nouveau site, qui est donc le site butterflymonitoring.net. Et donc là, vous pouvez voir un bilan de la participation au STERF depuis son lancement où ce qu'on peut voir, c'est que bah, depuis 2021, que vous voyez ici la reprise de l'animation, alors en bleu, ce sont le nombre de sites qui sont suivis, et en orange, c'est le nombre d'observateurs. Donc, on n'est pas encore au maximum de sites suivis qu'on a pu avoir historiquement parlant en 2012, 2013, 2014, mais en tout cas, d'un point de vue du nombre d'observateurs, on voit qu'on est sur une pente ascendante. 2024, année toute pourrie, voilà, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, j'aurais bien aimé faire du sterf, mais j'en ai pas fait parce que le temps était vraiment trop pourri. C'est comme ça. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que là, on s'adresse là, toutes les données, c'est des données non seulement des naturalistes amateurs, entre guillemets, qui vont aller vouloir suivre les papillons dans leur coin sur un site qu'ils aiment bien ou à côté de chez eux. Mais on a aussi les données, par exemple, du Seine-Normandie, ici, qui ont été récoltées
dans un cadre très précis, puisqu'en fait, elles ont été récoltées dans le cadre d'une sorte de protocole régional où on a eu un financement pour pouvoir récupérer, pouvoir produire ces données. Et donc, on a donc ici des données qui sont mélangées entre des données d'amateurs et des données produites par des professionnels. Et donc, quand on a des pics, forcément, de professionnels qui vont avoir un financement pour pouvoir produire la donnée, on a des pics de données. Et voilà. Donc, on verra après, plus tard, pour pouvoir faire la distinction entre les naturalistes dits amateurs et des naturalistes professionnels qui sont payés pour faire ces relevés. Mais bon, c'était pour vous donner une idée que voilà, on est en train de relancer tranquillement la participation, même si c'est pas forcément ultra spectaculaire. Voilà, ça c'était un graphique pour vous montrer, deux graphiques, hein, pour vous montrer le nombre de relevés, où on voit que effectivement, on a eu un nombre de relevés assez important au niveau des années 2012 à 2015, puis que ça s'est gentiment descendu, et puis qu'on est en train de remonter tout ça. Pareil pour le nombre de papillons comptés. Pour vous donner un ordre d'idée, on était sur 25 participants quand il n'y avait plus d'animation. On est remonté en 2 ans, on est remonté à plus de 60. Et dans les contacts qu'on a, on a quand même beaucoup de gens qui nous disent, oh non, non, on va se lancer. Notamment 2024 a été vraiment très, très, très particulier. Ça, c'est la carte que vous pouvez voir directement sur le site de butterflymonitoring.net. C'est actualisé, hein, c'est pris hier. C'est pour vous montrer les sites, en tout cas les endroits où il y a eu des suivis partout en Europe. Alors, je vous ai fait un zoom parce qu'en fait, ce suivi, il est aussi valable au Japon et je ne sais plus où, dans quelle région. Enfin bon, là, on dézoome franchement. C'est pour vous montrer que bah, une fois qu'on a réussi à rapatrier l'ensemble des données historiques, on n'est plus si ridicule que ça à l'échelle d'Europe parce qu'à une époque, quand on regardait les relevés type STERF de papillons, eh bien, on avait une carte qui était bien noircie un peu partout, sauf en France. Bon, voilà. Moralité, ça c'est l'ensemble des relevés STERF et 15 minute count. Je vous ai fait un zoom sur la France. Alors vous voyez qu'il y a des gros spots. Ces gros spots, c'est notamment lié à des structures associatives, par exemple l'Association des lépidoptéristes de France, qui sont très actifs en région parisienne, notamment bah, évidemment ils ont lancé le programme en 2006. Et Luc, qui est ici, a produit des dizaines de milliers de données en Essonne, etc. Donc effectivement, il y a des coins comme ça qui ont été très suivis. On a aussi un gros spot, je crois que c'est l'Indre, ou non, c'est l'Indre, oui, l'Indre-et-Loire, avec le CEPANT et donc Laurent Palussière, qui est très très actif dans son coin et qui forme beaucoup beaucoup de gens à faire du STERF dans sa région. Et voilà. Et si là, la carte d'avant ici, c'était avec les 15 minute count. Je ne vous cache pas qu'il y a pas mal de 15 minute count. Ce sont des Anglais qui viennent en vacances en France et qui vont dans le sud de la France et font de la donnée. Alors, il n'y en a pas tant que ça à l'échelle de la France historiquement parlant, mais c'est quand même quelque chose qui se développe pas mal. Et là, si on retire les 15 minute count, là, on a uniquement les données type STERF, donc en tout cas des sites suivis avec des transacts. On voit quand même on a une bonne marge de progression, hein. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est une carte que Benoît m'a envoyée hier. En rouge, ce sont les sites suivis 2024 et les autres sites suivis historiquement parlant. Donc, on a quand même une énorme marge de progression, d'autant que, on en a parlé tout à l'heure, mais évidemment, on va devoir répondre au règlement sur la restauration de la nature européen et que nous allons devoir suivre 238 sites un petit peu partout en France, sachant que ces sites devront être suivis et que ces sites ils devront être désignés dans des endroits qui ne sont pas forcément des sites naturels gérés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut atteindre la représentativité des habitats, les sites naturels gérés devront représenter maximum 8% des sites. Ça veut donc dire, aujourd'hui, la plupart du temps, les suivis STERF sont faits dans des sites naturels gérés. Ça veut donc dire qu'on a un gros enjeu à pouvoir développer le STERF en dehors de tous ces sites naturels gérés, alors que c'est là où il y a des financements potentiels. Voilà. Donc ça va présenter des défis assez importants, hyper intéressants à relever, évidemment. Mais évidemment, c'est même plus du long terme, c'est du moyen terme, puisque c'est à partir de l'année prochaine, on va être censé suivre les papillons à l'aide du STERF-IBMS, puisque c'est le programme qui va permettre de renseigner les suivis des papillons dans le cadre de ce règlement, puisque ce n'est plus une loi, c'est un règlement européen. Et donc voilà, c'est pour vous montrer un peu les enjeux et
les défis qui nous attendent dans les prochains mois et années. Ça, on vous l'a déjà diffusé, mais on vous le redit. Cette année, on compte bien faire en sorte. C'est un formulaire qui vous permet de déclarer le fait que vous avez un jeu de données qui n'a pas forcément été transmis à une base de données nationale. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'aller repérer les jeux de données qui sont un peu disparates. J'ai pu, comme ça, repérer le fait que, on a quasiment 700 transacts en France aujourd'hui. J'ai la connaissance de à peu près 700 transacts qui ont été suivis parfois pendant plus de 5 ans et pour lesquels on n'a absolument aucune transmission de données à une base nationale. Donc, quand on produit des tendances à large échelle, évidemment, c'est quand même hyper précieux. Et si jamais vous avez un jeu de données local, si vous avez connaissance d'un jeu de données local, n'hésitez surtout pas à nous transmettre l'information. Ça prend 5 minutes à renseigner le petit formulaire. Et moi, derrière, on va, avec notamment Alexia, on va estimer le temps de travail qui sera nécessaire pour pouvoir réintégrer ces données dans le cadre de l'IBMS et faire en sorte de le faire, on espère, sur l'année 2025. Et là, mon collègue Benoît devait vous présenter des résultats du STERF inclus au niveau européen, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc je vais m'abstenir de le faire, mais en tout cas, c'est pour vous dire que, en gros, ces résultats-là, toutes les données qui sont transmises au niveau du STERF IBMS sont évidemment reversées au niveau européen et sont utilisées dans le cadre des projets européens. Euh, je discute tous les jours avec des gestionnaires qui me disent, ouais, mais alors moi, qu'est-ce que ça m'apporte de faire du STERF, notamment dans le cadre de la gestion de mon site? Ce qu'il faut bien comprendre, et évidemment, on n'a pas d'argumentaire aujourd'hui, on n'a pas d'outils statistiques qui nous permettent de dire, oui, grâce à vos suivis STERF, eh bien, vous allez pouvoir étudier tel impact, etc., en très peu de temps. Ce sont des suivis qui sont mis en place normalement sur un certain nombre d'années. Dans la dernière lettre d'information, je vous ai envoyé un exemple d'exploitation de suivi type STERF sur un site avec 4 ans de recul. Évidemment, ça pourrait être affiné avec plus de recul encore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque d'outils statistiques pour avoir une exploitation au niveau du site. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, ce projet, il est européen. Tous les chercheurs européens qui travaillent sur les papillons planchent dessus, planchent sur les données. On a plein de statisticiens un petit peu partout au niveau européen, en France, qui essaient de voir comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter ça aussi au niveau plus local. Et de toute façon, il faut voir ça un petit peu comme une sorte d'investissement, entre guillemets. Il y a de fortes chances qu'on puisse tirer un certain nombre de choses de ces données au niveau local. Mais évidemment, on ne pourra pas en tirer des choses au bout d'une saison. Il faut se dire qu'il faut pouvoir lancer des suivis et que ce soit des suivis qui soient sur le moyen terme, voire le long terme. Et donc, avec ce matelas de données, on va pouvoir ensuite éventuellement tirer un certain nombre de choses dans un avenir relativement proche. Il faut vraiment s'inscrire comme ça dans ce côté européen. On est très local, mais en même temps, on devrait pouvoir voir un petit peu plus loin et se dire que comme on est dans un projet européen, ça va avancer notamment beaucoup plus vite grâce à la contribution de tous les chercheurs. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci Mathieu. J'avais une question, c'est est-ce que il est prévu, dans le cas de l'animation du STERF, que tu puisses te rapprocher des différents animateurs ORB dans les régions? Parce que l'enjeu, il n'est pas tant en fait sur les structures que de la mise en place d'un indicateur qui soit reconnu au niveau régional et sur lequel différentes structures associatives pourraient s'appuyer pour faire du STERF. Je parle du STERF, mais c'est enfin de l'IBMS. Mhm, Et je pense notamment à cet indicateur Grassland qui mhm, est vachement important. On en parlait ce matin sur l'enjeu prairie, mhm. où avec 17 taxons, on est capable de mettre en place un indicateur assez puissant. Et je trouve qu'il y aura une portée supplémentaire à ce qu'une structure qui anime au niveau national ce type de suivi puisse aller discuter avec les ORB. Ouais. C'était pas forcément dans mes plans cette année, mais tu fais bien effectivement de le souligner. Si effectivement on peut aller discuter de ça avec les ORB, il y a aucun souci là-dessus. Notamment dans les plans qu'on était en train de discuter avec Gaël, c'était aussi de se rapprocher des DREAL pour pouvoir aller discuter de comment est-ce qu'il pouvait y avoir aussi un soutien à la mise en œuvre des suivis STERF un petit peu partout dans les régions. Mais oui, oui, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en œuvre et c'est une bonne idée. Mais je trouverais même peut-être plus pertinent Ouais. encore les régions, Mm, les outils régions que les DREAL mm, pour ces discussions-là. Ouais. Je me demandais les 238 suites dont tu parlais dans le règlement sur la restauration de la nature. Est-ce que tu sais comment ils vont être désignés? Aujourd'hui, on ne sait pas. On a eu des discussions sur comment est-ce qu'on allait stratifier l'échantillonnage. Veillons de stratification. Oui,
Ok. Oui, oui. C'est-à-dire que, effectivement, c'est ce que je vous disais, hein, les sites naturels protégés devront représenter maximum 8% des 238 sites. Il y aura très probablement des sites STERF existants qui feront partie aussi. Il va falloir être réaliste hein, à un moment donné aussi, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tirer au sort l'ensemble des sites. Mais en tout cas, je pense que Antoine pourra probablement mieux en parler que moi. Mais en tout cas, il y a une réflexion qui va être portée pour que ces 238 sites soient, on va dire, choisis de façon satisfaisante. Et ce sont des sites où il y aura que du suivi Europalo ou il y aura autre chose? Le but de l'EUPOMS, c'est bien de suivre les papillons, Ah mais oui. aussi les cirfes et les abeilles. Oui, c'est vrai. Et les papillons, c'est facile. Merci. Oui, oui, il y a les papillons de nuit, mais ça fait partie d'un module complémentaire. Non. Il est plus dans le module complémentaire. Il est repassé dans le module. Ok, il est repassé dans le socle. Ok. Et donc là, on est sur des pièges type LED, des trappes, enfin des petits seaux. Mais ça pose des questions d'un point de vue pratique qui sont énormes, d'un point de vue du relevé. Enfin voilà, le fait de faire prendre les photos. Bon, les papillons, effectivement, les rhopalocères, c'est relativement simple, entre guillemets, sur le terrain. Mais les hétérocères, ça va être quelque chose de Ouais, voilà. Ça va être un défi assez important. Les 8% de sites gérés, ça peut paraître potentiellement très peu, mais l'objectif, c'est pas d'avoir l'objectif du projet européen, c'est bien de suivre l'ensemble de la biodiversité des Oui. pollinisateurs. Et si on fait plus que la représentation réelle des espaces naturels dans nos relevés, quelque part, on va suivre ce qui se passe dans les espaces naturels gérés et pas ce qui se passe autour de ces espaces Oui, naturels gérés. j'entends bien, mais c'est à la proportion de 8%. Alors ça, je sais, Si on je sais avait plus demandé d'où est-ce que 10, ça venait oui, je ne sais pas exactement, d'où ça vient. mais c'est très probablement lié à la couverture des aires protégées Ok. en France. Mais c'est un chiffre qui m'est revenu comme ça en tête. Je n'ai plus le chiffre exact, mais, euh, mais en tout cas, c'est lié à la représentativité de ces habitats-là par rapport à l'ensemble des habitats qu'on peut trouver sur le territoire. Pour en venir aux 8%, est-ce que c'est le même chiffre pour toute l'Europe ou pour la France? Non, ça c'est calculé, ça sera calculé. Chaque État membre va pouvoir définir sa stratification et son plan d'échantillonnage, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que ça va être défini. Il y a un nombre de sites qui a été calculé dans le cadre du projet qui a permis de préfigurer ce suivi-là. Et donc, les 238 sites, c'est pas en France que ça a été calculé, hein. Ce sont des Anglais qui ont fait une grosse étude qui a permis notamment de définir le nombre de sites à avoir dans le cadre du suivi. Mais chaque pays a un nombre de sites à suivre, et puis après, chaque pays va pouvoir définir quels sites ils vont suivre et sous quelle modalité, normalement. Et encore une fois, c'est un projet qui est incroyablement complexe. Je parle sous le contrôle d'Antoine, de Maxence. Voilà, on est pas mal à suivre le dossier. Et des fois, on se prend un petit peu les pieds dans le tapis parce que ça part un peu dans tous les sens. Oui, bonjour. Ouais, c'est pas un micro. Non, Faut que je m'y fasse. ils vont Euh, très bien t'entendre en ligne, mais ouais, voilà, ok. faut parler fort. Adrien Simon du coup de Normandie. Bon, tu l'as dit, en Normandie, il y a une dynamique depuis un petit moment. C'est pas une question, c'est plus un témoignage. Tu as évoqué la question que peuvent se poser certains gestionnaires sur l'intérêt de faire du STERF. Nous, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on utilise ce protocole pour essayer d'en sortir un certain nombre d'indicateurs de gestion, avec plus ou moins de succès. Il y a des situations dans lesquelles ça fonctionne et on arrive à faire parler cet indicateur de manière assez intéressante. Donc, je te propose qu'on en discute une prochaine fois pour voir s'il y a des éléments qui peuvent être utiles pourquoi pas convaincre d'autres Ouais. gestionnaires sur ce sujet-là. On a C'est mis dans en le tout cas, besoin. tu nous avais fait une présentation dans le cadre d'un atelier, on a mis la présentation de vos résultats sur le site du PNA, bien évidemment. Et voilà, et puis ouais, Ça a évolué depuis ça a aussi. évolué depuis, ouais, donc il faut qu'on en rediscute effectivement. Moi, j'avais une question, parce qu'on c'est vrai qu'on parle de le mettre enfin, pour les gestionnaires d'espaces naturels, mais du coup, moi, je sais que tous mes collègues, ils utilisent plutôt le propage. Alors, c'est quoi enfin, qu'est-ce que tu conseilles le plus, du coup? Alors le propage à la base, c'est un protocole qui est destiné plutôt aux gestionnaires d'espaces verts. C'est plutôt à la base un protocole qui est vraiment
voilà, sur la question des gestionnaires, mais pas des gestionnaires d'espaces naturels à la base. C'est quand même plutôt en contexte urbain, périurbain et compagnie. Donc voilà, c'est encore une fois, dans le cadre d'un atelier, il y a eu un aide à la décision qui a été produit, un petit graphique qui permet notamment de vous aider à choisir un protocole dans le cadre, selon les questions que vous vous posez. Donc c'est disponible sur le site du PNA. Faut pas hésiter à aller retourner jeter un œil. Voilà. Mais le propage, c'est pas exactement le même protocole, c'est pas destiné à faire les mêmes choses. Voilà. En tout cas, c'est porté par Viginature aussi, mais voilà, on n'est pas tout à fait dans le même cadre. Ça n'empêche qu'on peut très bien mettre en place un suivi STERF sur un espace vert au milieu d'une ville, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci beaucoup.